c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3, un nouveau direct depuis le stade Parrot de Coulommiers-Chamiers dans le Périgord. RLP Business, votre émission sur l'économie, l'entreprise, les ressources humaines et tout ce qui a à faire à l'argent et le monde professionnel. Dans ce nouveau direct, je suis aujourd'hui avec un Bergeracois, un natif de Bergerac, Nicolas Ruiz. Nico, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors Nicolas Ruiz, fondateur d'Evie, les tablettes Evie, EVI, informaticien, un parcours de créateur. En fait, tu crées du matériel et des logiciels depuis un certain temps. Tu as une patte à Dubaï, l'autre à Lanzarote ou à Tenerife, un petit peu aux USA, un peu partout. Tu as une vision d'économie. On va pouvoir parler d'économie avec toi. On va pouvoir parler d'actualité. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité IT, aujourd'hui informatique. Alors on va commencer par Amazon. Tu m'as dit que Amazon licenciait, mais c'est à 5 chiffres là qu'ils sont en train de licencier, et c'est pas c'est des cadres en plus qui licencient, non? Effectivement, ils ont prévu de licencier 10% de leur effectif. Là, ils viennent de licencier à peu près 5%, c'est-à-dire 14-15 000 personnes. Et c'est essentiellement des gens diplômés d'école blanc. Donc tous les DRH, toutes les personnes dans l'expert comptable, etc. Ce ne sont pas encore des ouvriers. Donc là, on a effectivement un changement de paradigme où on commence à renvoyer des gens très diplômés pour les remplacer par de l'IA. Ouais, mais là, Amazon est déjà en train de remplacer la main-d'œuvre par des machines. On va quand même rappeler que c'est eux qui avaient instauré la couche culotte pour éviter les pauses pipi, mine de rien. Exactement. J'ai vu les images, ça ressemble de plus en plus aux centres postaux de Chine centrale, où tout est automatisé. Tu te rappelles ces images qui ont 20 ans, déjà ils étaient vachement en avance. On voit des entrepôts Amazon automatisés. Mais donc là, mais pourquoi il y a autant de cols blancs chez Amazon? Alors, il y a autant de cols blancs parce qu'il faut quand même manager toutes ces équipes. Amazon, c'est la plus grosse société logistique du monde. Et n'oublie pas qu'Amazon, 80% de ses bénéfices, ça vient de AWS et pas de la partie logistique vente. Ah oui, donc dans l'esprit des gens, Amazon, effectivement, c'est les petits trucs qu'on reçoit chez soi, mais AWS, c'est tout ce qui est délégation de services informatiques en ligne. C'est ce qu'on appelle le cloud. Le cloud. Voilà, donc ils envoient des emails, ils fournissent de l'hébergement, et c'est là que sont leurs plus grands bénéfices. Exactement, 80% des bénéfices d'Amazon, jusqu'à il y a 5-6 ans, la logistique, la partie Amazon.fr était même déficitaire. Donc ça représentait... Attends, tu es en train de me dire qu'Amazon est en train de licencier les cadres informatiques? Oui, tout à fait. Ok, bon. Les mêmes qui ont mis en place les systèmes d'IA. Oui, et d'ailleurs, tiens, IA, cadre informatique, Meta. Nous avons un des fondateurs, enfin un des gros cerveaux de l'IA, c'était un Français d'ailleurs, qui Yann quitte Meta. Oui, voilà. Tout à fait, Yann LeCun, qui a 65 ans, qui a reçu le prix Turing en 2018, donc c'est l'équivalent du prix Nobel de l'intelligence artificielle. Donc il est spécialisé dans tous les systèmes learning, il était précurseur dans les années 2000 là-dessus, il a de toute façon toute sa vie fait des recherches là-dessus, a annoncé qu'il quittait Meta puisque sa vision n'est plus celle de Meta. Meta veut des choses immédiatement exploitables, mais pas forcément technologiquement. Ils sont en retard. Voilà. Yann LeCun voudrait quelque chose d'un peu plus long terme, avec des modèles beaucoup plus adaptés et capables véritablement d'apprendre. Il considère que les larges modèles actuels ne sont pas capables d'apprendre, en tout cas d'avoir une logique telle qu'on l'entend. L'empilement des modèles neuronaux d'IA selon la structuration du cerveau humain, c'est lui, si j'ai bien compris. Exactement. Et même la vision, il a travaillé toute la vision par intelligence artificielle dans les années 2000. D'accord. Et donc là, il part, il fait sa start-up. Il veut faire sa start-up. On peut acheter des parts quelque part, il y a un nom, c'est... Pour le moment, c'est pas annoncé, mais je pense qu'il va en parler prochainement et qu'il n'aura aucun mal à trouver des milliards. Bon, on va suivre. On voulait aussi parler de Nvidia qui est aujourd'hui la société la plus cotée dans le monde, c'est-à-dire que la plus grosse société aujourd'hui, c'est plus du logiciel, c'est plus Microsoft, c'est plus IBM, etc. C'est Nvidia et ce sont les puces d'IA. Exactement, Nvidia qui a dépassé les 5 000 milliards de dollars de valorisation, donc
tu imagines ça par rapport à un PIB français, ils sont bien au-dessus. Tu peux même prendre toutes les banques américaines et canadiennes en termes de valorisation, ça ne dépasse pas Nvidia. Donc on est sur quelque chose qu'on peut qualifier peut-être de bulle, en tout cas d'historique en termes de chiffres. C'est plus gros qu'un pays. Ah, c'est plus gros que la France, tout bêtement. C'est quasiment 2 fois notre PIB. Je ne sais pas si tu te rappelais, mais il y a quelques années, quand Apple avait dépassé les 1000 milliards, c'était un événement. Ouais. Désormais, toutes les boîtes, les unes après les autres, Apple, Microsoft, Nvidia, vont dépasser les 5000 milliards. On est sur des choses qui sont, ça serait la 5e ou 4e puissance mondiale, effectivement. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent rester sur ça? Parce que j'entends des choses comme un processeur arrive chez Apple qui permettra d'utiliser l'élément traditionnel comme le GPU. On rappelle que le grand génie de Nvidia, ça va avoir été de mettre ces puces à eux qu'on appelle le NPU et de s'investir au niveau logiciel pour faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau IA dans la librairie Python utilise leur matos à eux et non pas l'autre mémoire. C'est vraiment là qu'ils ils ont vraiment joué un coup de génie, hein. Mais est-ce qu'ils vont vraiment garder ce monopole? Alors, le fait est qu'ils ont une belle avance et tu sais, dans l'industrie, c'est très difficile de rattraper parce que les investissements pour créer une nouvelle usine plus performante que la précédente deviennent exponentiels. La loi de Moore nous l'a montré. Donc on a eu pendant 20 ans un Intel qui régnait sans partage sur le processeur x86, celle qu'on connaît. Intel, t'as vu là, se prend un gadin en bourse et a perdu sa superbe. Bah, ils ont donné 20% au gouvernement américain. Je crois que c'était 10. Ou 10, un truc dans ce genre-là. Ouais, voilà, tout à fait. Oui. Mais là, on a maintenant Nvidia. Je pense pas qu'Apple reviendra de sitôt, mais effectivement, c'est bien d'avoir la concurrence, puisque là, ils vendent le processeur au prix qu'ils veulent finalement. Voilà. Bah écoutez, ce sont les actualités. C'est l'invité de la semaine, c'est Nicolas Ruiz. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Nicolas Ruiz, Nikos pour les intimes. Voilà, tu es un travail de Bergerac, tu as tes tablettes et vie, tu es assez passé rapidement, tu me disais, dans le B2B pour les professionnels parce que c'est plus facile, la vente directe aux particuliers, mais surtout du B2B. Et tu me disais notamment que un des projets qui venait, tu fais aussi du consulting, mais tu me parlais d'un immeuble à la Défense. La Défense qui est confrontée à un double phénomène, c'est-à-dire certains immeubles sont complètement désuets et en phase de destruction. Moi, j'arrête pas de dire que ça fait longtemps qu'on ne construit plus rien. Et là, tu me parles on est en train de faire quelque chose, un immeuble de grande taille, on a entendu parler, qui est ultra technologique, qui est ultra bien fait. Qu'est-ce que c'est ce projet exactement? Alors le projet s'appelle The Link. Il s'agit en fait d'un double immeuble. Ce sera 2 bâtiments interconnectés avec des passerelles. Il y aura une 30aine de passerelles végétalisées. Et une des tours sera le plus grand gratte-ciel de France, effectivement. Et le fait est que la construction a débuté il y a 3-4 ans, il sera livré à cette fin d'année. C'est un très gros projet, notamment il va reprendre tous les salariés de Total Energy en France, 7 ou 8 000 personnes. Enfin, une grosse partie du personnel de Total Energy va être dans cet immeuble. Et là, c'est un immeuble bas carbone avec les meilleures spécifications environnementales du monde. C'est-à-dire, on est en haute qualité environnementale plus, on a une gestion thermique du bâtiment, ce qui fait que pour une personne donnée, on consomme plus de 50% de moins d'énergie que pour un immeuble classique. On est sur quelque chose de très très écologique, bien qu'un immeuble soit pas par nature écologique. Dans le cas présent, par rapport au nombre de personnes, c'est très écologique. Et c'est aussi très technologique au point que ça n'est remarquable. Parce que des immeubles, on en fait, mais là, visiblement, pour une fois, ça faisait longtemps, on fait vraiment quelque chose qui mérite d'être noté. Exactement. D'un point de vue européen, oui, c'est un exemple, même mondial. Je pense que on parle de Dubaï et autres, mais en termes de haute qualité environnementale, ils sont pas trop là-dessus. Nous, on est là-dessus. Il y aura des panneaux photovoltaïques sur tout l'immeuble, une gestion thermique du bâtiment, une isolation évidemment, une membrane qui permettra de récupérer l'énergie. C'est vraiment un immeuble qui va présenter quelque chose d'assez nouveau et qui, j'espère, va faire des petits partout dans le monde, pour montrer que c'est possible. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Tu as mis les tablettes tactiles au mur? Qu'est-ce que tu Exactement. Moi, je m'occupe. Il y a la gestion thermique du bâtiment dont s'occupent beaucoup de sociétés françaises. D'accord. Et moi, je fais partie de cette gestion thermique du bâtiment, notamment en proposant des tablettes murales qui permettent, dans les armoires et etc., de contrôler, de gérer tout ce qui est gestion de l'énergie, de la climatisation et faire en sorte que le bâtiment soit économe et autogéré. Alors, tes tablettes, je les regarde, je vois l'actualité et autres. Tu as fait quelques avancées ces dernières années. Elles ont des particularités. Elles sont tactiles, mais elles le sont quasiment toutes. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que les tablettes Heavy ont une telle fiabilité pour le B2B, pour le pro, en fait? Alors, on est toujours sur des composants et des matériaux éprouvés, avec des grades qui sont
taillées pour l'industrie, donc des grades et des certifications. Ça résiste à l'acide, ça résiste évidemment à la rouille. On est sur des produits qui sont... ça va en extérieur aussi? Ça peut aller en extérieur, effectivement, et ça peut être dans des environnements très exigeants. Donc ça peut résister même à des... les tablettes en tant que telles ont des protections de champs électromagnétiques, ce qui fait qu'à la fois elles résistent aux champs électromagnétiques, si on l'installe dans une antenne réseau ou autre, mais à la fois elles n'émettent pas notamment d'électricité statique. Et dans certains environnements exigeants, tu peux pas te permettre d'avoir des étincelles, quoi. Donc on spécialise là-dedans, on se spécialise sur la fiabilité du produit, parce que nos machines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on se spécialise également sur on va dire, on arrive à contenir les tarifs. Tu fais du qui marche longtemps, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est très durable, ça marche longtemps, on les garantit plus que les autres, et de toute façon, le taux de panne est tellement ridicule, on doit être à même pas 0,35%, et je te parle même de casse, donc hors casse, on est encore plus bas, ce qui fait que les clients, effectivement, trouvent les machines vraiment très fiables et reviennent nous voir à chaque fois. Alors c'est intéressant parce qu'au départ, tu es informaticien, tu es codeur, et là, vraiment, tu mets en avant du matériel. Oui. Alors pourquoi? Parce que dans les années 2000, j'ai commencé à coder pour les tablettes PC qui venaient d'arriver dans les années 2000. C'était Windows XP. Et du PhoneGap et des trucs comme ça. Voilà, Windows XP, tablette PC édition. Et j'ai beaucoup fait de logiciels et de progiciels. Les architectes, les médecins, on avait parlé. Oui, à une époque, tu avais des choses, des solutions. Elles tournent toujours. Elles tournent toujours. Elles tournent toujours. Et tu fais du qui marche, voilà. Le logiciel tourne depuis 30 ans. Tu vois, le uptime est depuis 30 ans. Non, et je me souviens, tu avais fait effectivement une suite logicielle pour les professionnels de santé. Eh ben, elle tourne toujours et elle n'a pas planté depuis, je crois, 15 ans. Donc, et il va falloir faire les API pour le Conseil de l'Ordre et puis d'Autosimo et compagnie. Elle tourne toujours, mais pas en France. D'accord. Parce que les normes françaises, c'était pas possible. On va en parler après. Voilà. Et de fait, les professions libérales m'ont dit tes logiciels pour tablettes sont super, sauf que les tablettes vendues par HP et autres sont trop chères. Nulles. Et elles sont trop chères et elles marchent pas bien. Voilà, exactement. Et c'était en 2007-2008. Et tu sais, à l'époque, il y a eu les netbooks, la mode des petits PC portables pas chers à 300 €. Avec le clavier détachable. Alors non, ils n'étaient pas détachables. C'est vraiment toi qui as fait ça, qui a fait les tablettes avec le clavier détachable en Bluetooth. Voilà, là. Exactement. C'est toi qui as inventé ça, je crois. Et du coup, alors les premiers, effectivement, et on a même été, j'ai été exposé au Microsoft Technology Center à Seattle, et c'était une tablette qui ressemble beaucoup à la Surface. La Surface est arrivée 2 ans après. Bon. Et donc en fait j'ai pris un netbook, j'ai été voir les Chinois, on l'a coupé en deux, on a mis une dalle tactile, alors à l'époque résistive, on n'avait pas encore le capacitif, donc il fallait appuyer fort dessus, et on a pu sortir une tablette à 500 €, et c'est comme ça que j'ai fait du matériel, c'est que finalement mes clients voulaient du matériel fiable et pas cher, et finalement j'ai fait un business à la Apple, où je maîtrisais le matériel logiciel, et ça a plu à mes clients. D'accord. Et c'est devenu Heavy, la saga Heavy. Tu étais aussi un des premiers à avoir mis des moteurs d'équivalent IA avant les LLM dessus. Ah oui, j'ai commencé à développer Céline, donc une IA en 2000. Que tu écrivais qu'un C, je crois d'ailleurs. Alors il y avait du C, effectivement. Oui, non, c'était pas Céline, CE, ou c'était Céline avec un S en initial? Le S, c'était le S. Système. Un acronyme. D'accord, ok. Voilà, et puis donc du matos. Et donc là, tu participes à ce projet et tu profites donc pour nous parler de ce bâtiment, de ce gratte-ciel, plus grand gratte-ciel de France. Quelle hauteur? Alors écoute, je ne veux pas dire de bêtises, on va éviter aujourd'hui, mais je crois qu'on est autour de 150 mètres, peut-être 120 à 170 mètres. Et ça va être à la Défense, là, près de l'Arche? Oui, tout à fait, à la Défense. Et ils vont les casser, les vieux trucs de là-bas, là? C'est le coût environnemental et économique fait que c'est très compliqué de les casser, donc ils essaient de les vendre. Et bien s'ils tombent, il y a beaucoup de choses à côté. Voilà. C'est le problème. Les démolitions contrôlées sont compliquées. Et puis les démonter un par un, ça va prendre du temps. Exactement. Voilà. Donc ils les bradent, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Et donc toutes les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier qui sont dedans, sont devenues liquides. Donc ce qui fait très plaisir aux associés qui ne peuvent plus vendre leur part depuis quelques années. Là, tu me parlais de 10 € le mètre carré, un truc de ce genre-là. Exactement, 10 € le mètre carré à la vente. En même temps, si c'est un truc qui va être détruit... c'est le prix du terrain moins le prix de la démolition. Voilà, d'accord. Bon, on a commencé à envisager ce problème de normes là. Beaucoup d'entrepreneurs ici me disent que l'Europe n'est plus forcément leurs amis. D'ailleurs, vous avez vu passer sur RLP un reportage là avec Serge Deschamps là et Sébastien Dureau et Maître d'Angléan la semaine dernière par rapport aux agriculteurs. Eux aussi, mais ça touche en fait tous les entrepreneurs, même toi qui es sur plusieurs pays aujourd'hui. Heavy Group, Nicolas Ruiz et Heavy Group, c'est combien de pays en activité ?
Moi, je vends dans tous les pays qui me demandent. Donc, oui, mais aujourd'hui, tu es sur... J'ai jamais compté, mais bon, toute l'Europe, tous les pays francophones, donc Canada, Afrique, j'ai fait beaucoup d'Afrique, Mali, Guinée, Tu n'es Sénégal. pas que intra-européen. Non, non, non. Donc tu es confronté à plusieurs systèmes de réglementation et de normes. Tout à fait. Et tu me disais qu'au départ, l'Europe était bien et que maintenant, elle ne l'est plus. Pourquoi? Enfin, disons pour toi, de ton point de vue à toi. Voilà, en fait, effectivement, il y a un empilement des normes, ce qui fait que chaque année, on a une nouveauté et on en aura l'année prochaine, on est déjà prévenu. Ce qui nous empêche de nous focaliser sur notre mission, c'est-à-dire gagner des parts de marché et surtout faire face à la concurrence, surtout asiatique. Et créer. Voilà, et créer, puisqu'on est dans l'administratif constamment. Donc, effectivement, ça là-dessus, on perd en points de marge, on perd en temps, on perd en compétitivité, et puis surtout, il y a une distorsion de concurrence quand vous avez un concurrent qui importe un produit qui ne respecte pas les normes et qui, lui, n'est pas contrôlé, puisque de toute façon, ces locaux ne sont pas en France, donc il n'y a pas de contrôle. Ça peut être problématique sur certains aspects, oui. Et on y revient, les restaurateurs ici à 3 semaines qui me disaient que eux devaient suivre des normes, ne pouvaient plus sortir un repas à moins de 30 balles en saison touristique dans le Périgord noir, et à côté, tu as les barbecues caddies qui te vendent des brochettes à 1 €, mais c'est de l'écureuil, hein, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Voilà, il n'y a plus de contrôle du tout. Il n'y a pas de contrôle d'hygiène, etc. Donc toi, tu respectes tout, oui. Et tu as une concurrence qui, elle, n'a pas les mêmes obligations que toi. Et en tout cas, qui n'est pas contrôlée. On le voit avec Chine en ce moment. Oui, qui n'est pas contrôlée de la même manière que toi. Et toi, tu as une grande partie de ton temps productif qui est phagocyté par de la paperasse. Voilà, il y a une partie. Et est-ce que c'était comme ça il y a 30 ans ? Moins. Il y a beaucoup de nouvelles normes ces dernières années et ça accélère. C'est-à-dire que là, je sais qu'on va devoir se mettre à jour pour l'année prochaine pour certaines normes qui changent encore. Alors, tu en as tiré quelle conclusion en tant qu'entrepreneur ? Parce que l'époque où tu faisais tout toi-même est dépassée. Maintenant, je suppose que tu délègues ou tu as des schémas qui sont en place. Tu t'adaptes comment par rapport à ça ? Est-ce que tu privilégies d'autres marchés ? Comment tu joues ? Comment tu agis par rapport à ça ? Là, on travaille sur d'autres marchés puisque justement, ça nous permet de nous développer en ayant un peu moins de contraintes, effectivement, et voire hors Europe. Néanmoins, il y a un avantage à avoir beaucoup de normes, c'est qu'on a moins de concurrents nationaux. Et ce qui fait que pour certains appels d'offres, où là, les concurrents hors européens ne peuvent pas répondre pour des questions peut-être légales ou justement de normes, nous, on peut répondre, et dans ce cas-là, on peut se placer. Donc, un mal pour un bien, certes, mais il y a quand même plus de négatifs que de positifs en fin de compte, et à la fin, ça fait que les prix sont quand même plus élevés qu'ailleurs. Tu es en train de me dire que ton modèle en Europe est de travailler pour l'institutionnel ? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui, qui est pourtant un des plus mauvais payeurs. Mais le fait de t'accorder avec la réglementation fait que tu as plus ou moins un boulevard qui se met en place et que dans les autres pays, ton B2B est plutôt privé, c'est ça ? Exactement, tout à fait. C'est intéressant ça de voir ça. Dans quel pays notamment tu travailles ? Alors l'Afrique francophone, on a eu beaucoup de contrats. L'Afrique se développe beaucoup, oui. Oui, tout à fait. Alors, un peu moins depuis l'Ukraine, puisqu'elles sont parties certains dans les bras des Russes. Le Maghreb fait partie de l'Afrique, on va le dire aux gens, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique, au Maghreb. Hein. Le continent africain. Bien sûr. Le Canada, pas mal de choses. Et je pense qu'il y a des choses à faire aux États-Unis si on s'y prend bien. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et Trump, il te fait des offres si tu veux y aller. Voilà. Il faut installer l'usine là-bas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que Trump fait avec ses tarifs ? Toi qui effectivement produis à un endroit, vend à un autre, et maintenant ton marché n'est pas local dans le Périgord, ton marché est vraiment situé dans plusieurs juridictions, plusieurs zones TVA, plusieurs continents. Explique-nous avec des mots compréhensibles là, qu'est-ce que c'est que ces tarifs, ces barrières douanières, ces offres ? Qu'est-ce qui se passe aux USA avec Trump en ce moment ? Alors Trump a décrété que c'était les frais de douane qui permettraient de baisser les impôts locaux, c'est-à-dire les gens paieraient moins d'impôts sur le revenu. Il veut même verser une prime, il l'a annoncé cette semaine. 2000 € à chacun. Voilà, 2000 $ à chacun. Et arrêter l'impôt foncier. Oui. Maintenant, il sous-estime quelque chose, Trump, et aussi bien avec les Asiatiques et autres, c'est que les gens, tu sais, les gens se laissent pas faire. C'est-à-dire qu'à un moment, même en France, en ce moment, le débat budgétaire, mettre une taxe de 2% sur les holdings ou autres, les gens vont pas rester. Ils vont pas dire, bon, tant pis, je paye la taxe. Ils vont trouver des solutions. Et il y a toujours une solution. Et Trump, ce que je vois, c'est qu'en Chine, et il regarde tout simplement quel pays paye moins de taxes qu'eux pour les frais de douane Trump,
et ils vont exporter leurs marchandises dans ce pays avant de le faire partir de ce pays vers les États-Unis et payer ainsi de moins de douane. En France, on a aussi la taxe... Oui, parce qu'il se base sur les balances commerciales. Voilà. Donc il suffit que tu ailles dans un endroit à balance commerciale plus avantageuse pour la taxe, tu feras partir de cet endroit-là. Et pendant longtemps, on utilisait le Vietnam. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu voulais exporter aux États-Unis, tu exportais pas depuis Shenzhen, pardon. Tu exportais de Shenzhen au Vietnam et de Vietnam jusqu'aux États-Unis, tu payais beaucoup moins de frais de douane. Bon, c'est un petit contournement, d'accord. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que tu vas voir que... Et la France te fait des requalifications si tu fais ça. Mais bon. Oui. Et alors, il y a d'autres possibilités de requalifier, notamment l'alcool. La loi se base sur les bouteilles. Mais tu peux transporter des bidons d'alcool, des bouteilles vides de l'autre, les embouteiller là-bas et tu auras moins de taxes. On fait ça aussi en Europe. Il y a plein de trucs marqués Made in Europe et tu regardes les composants, c'est de l'assemblage. Voilà. Alors le Made in, attention, le Made in, c'est une norme. Il faut que 60% du produit, la valeur ajoutée du produit, au moins, alors je dis 60%, c'est peut-être 65%. Bon, il y a d'autres appellations et d'autres choses qui nous font croire que, alors que finalement ça vient de l'extérieur. Moi je fais très attention à ça. Les processeurs, je ne l'achète pas ici, donc je dis assemblé en France. Je ne peux pas dire Made in France. Bon, on fait plus de processeurs en France, tu ne peux pas l'acheter ici. Il y a 15 ans, on faisait des écrans plats et on faisait des écrans tactiles. Non, on a milité à l'époque à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une souveraineté technologique, ils n'ont pas voulu nous écouter. Voilà, on n'a pas d'OS, on n'a pas de processeur. On n'a pas d'IA. On a Mistral, bon, c'est tout petit. Ils sont bons les petits de Mistral quand même. Oui, mais bon, Microsoft a investi dedans, donc c'est américain maintenant. Ben voilà. Donc, ok. Bon, toi, Evie, tu vas utiliser parce que Trump fait aussi des offres aux entrepreneurs, aux entreprises. Tu vas aller aux USA ? Moi, j'ai pas prévu d'aller aux USA. Maintenant, ce serait intéressant pour toi. Il y avait eu sous Biden l'IRA, l'Inflation Reduction Act, où il déversait des milliards de subventions, mais très rapidement. C'est-à-dire que l'Europe peut te donner des subventions, il faut attendre 4 ans. D'accord. Sous Biden, c'était même pas 6 mois pour fabriquer des usines. D'accord. Donc Volkswagen a sauté dedans, beaucoup d'usines Stellantis a sauté dedans, et ils ont bien raison. Mais si tu fais une usine d'assemblage aux USA avec une équipe de commerciaux, distributeurs là-bas, c'est intéressant pour toi ? Alors, bon, le principe, moi je suis pas pro-subvention, c'est-à-dire que c'est un peu pas socialiste. Si on te donne un truc, tu le prends, quoi. Mais globalement, oui, pourquoi pas. On a eu pendant le Covid, on a eu des PGE, tout le monde en a profité. Donc pourquoi pas. Le marché américain, tu vois les métriques, c'est attirant. Exactement. C'est attractif, américain. Tout à fait. Tu parles anglais en plus. La monnaie, le dollar, le roi dollar. Donc effectivement. Attention, le marché américain, tu es sous juridiction américaine. Oui. Ça veut dire qu'après, tu vends n'importe où dans le monde. Je peux pas, en France, faire du business avec l'Iran dans ce cas-là. Sinon, je me prends un procès aux États-Unis. Ah, donc il faut faire une deuxième boîte. Il faut faire une deuxième boîte. Ah, donc tu perds ta marque et tu perds ton... Tu peux pas... Ah non, tu peux... Ah, ça veut dire ça. Ça veut dire si que tu utilises le dollar dans une transaction, tu es juridiquement associé aux États-Unis. D'accord, pour cette transaction. Mais si Evie Group ouvre une succursale aux USA, l'intégralité d'Evie Group ne devient pas assujettie. Si, intégralité. Si. Regarde BNP. BNP, là, ils se prennent un procès aux États-Unis de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et les États-Unis se moquent que ça a été fait sur le continent américain. D'accord. Ça, c'est énorme, ça. Il y a une extraterritorialité avec le dollar. Donc, il suffit de mettre un pied aux USA et tout ce que tu as dans le monde devient sous juridiction. Ou de faire une transaction en dollars. Tu n'as même pas besoin de mettre un pied. D'accord. Et tu fais des transactions en dollars, toi ? Ah ben, avec certains pays en Afrique, t'as pas le choix. Donc, tu es déjà sous juridiction américaine ? Sur certains aspects, oui. D'accord. Donc, tu peux y aller. Alors oui, bien sûr. T'as plus rien à perdre, je veux dire. Bien sûr. Mais alors, disons que c'est peut-être plus facile de se défendre si t'as pas un pied là-bas. Oui. Parce que là-bas, ils t'attrapent, ils te mettent en garde à vue, en prison. Bon. Non, mais t'as pas vendu des contrôleurs de TNT ou de C4 à l'Iran. J'entends. Non, juste commercer. Vendre un ordinateur, si les États-Unis ont mis sur liste noire, tu peux pas. Tu vends des tablettes à l'Iran ? Alors, il y a eu, à une époque où il y avait eu des avancées, où l'Iran s'était ouverte, ça devait être en 2015. Et les États-Unis avaient signé un accord avec l'Iran. D'accord. Et l'Iran a commencé à appeler tous les pays du monde, et on avait eu une délégation en France, et moi, ils étaient venus chez EVI. Et ils voulaient se développer. Et on pouvait, puisque les Américains avaient dit oui. Et l'année d'après, ils ont dit non. D'accord. Et ils ont recoupé l'Iran. Après, si tu vends des choses par correspondance, n'importe qui de n'importe où peut les acheter. C'est plus ton problème, là. Alors oui, je te parle de contrats. D'accord. Je parle de choses un peu, pas juste une tablette envoyée par-ci, c'est par-là. pas des parties qui commandent, ou c'est toi qui fais un contrat directement avec eux. Ouais. Ok. L'Afrique, j'ai vu que tu avais passé beaucoup de temps à te former
tu as fait notamment des formations, me semble-t-il, pour comprendre le marché africain. Oui, tout à fait. Hein, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait exactement. Tu es allé sur place, je crois d'ailleurs. Alors, j'ai fait des formations, c'était à HEC, ils proposaient des stages sur le continent africain. Ne serait-ce qu'historiquement, comment l'Afrique a été découpée ou quoi, c'était hyper intéressant. Et puis, avec le doigt qui dépasse sur une règle. Ouais, et puis l'horizontalité était plus britannique, alors que la verticalité était plus francophone. C'était intéressant. Et ensuite, rien vaut l'expérience sur le continent. Après, chaque pays est quand même assez différent. Le problème, entre guillemets, c'est est-ce que le gouvernement est légitime ou pas. Là aussi, tu peux te prendre des sanctions si le gouvernement, si c'est un putsch ou un coup d'État. L'instabilité là-bas quand même. Voilà, des revirements politiques assez brutaux. Exactement. Et effectivement, ça a changé 3 fois depuis que je travaille avec eux. Et là, les autres problématiques, c'est que les forces françaises sont plus sur place. Mais les Français sont plus très appréciés puisque les forces françaises sont plus sur place, puisque on aurait pu partir simplement rester bons amis. On est parti et le Mali notamment a mis des rumeurs. On a réussi à se les mettre à dos. On a réussi à se les mettre à dos alors qu'on aurait pu commercer loyalement, on aurait pu travailler. Alors ils l'ont ensemble. décidé, c'est-à-dire c'est la junte pour servir son discours qui a dit qu'on a fait des choses mal, alors que c'était pas vrai. Au Mali c'était pas le cas. Et là le problème, tu vois au Mali, là depuis quelques temps et surtout depuis quelques semaines, les djihadistes arrivent sur Bamako. Là, ça devient compliqué. J'entends beaucoup de nouvelles qui viennent d'Afrique. Par exemple, je regarde beaucoup les cybernomades. Voilà, pas mon passé de cybernomade, je regarde beaucoup ce qui se passe. L'Afrique a été délaissée durant très longtemps. Aujourd'hui, si tu veux trouver une belle plage avec une taxation territoriale, il y a plein de coins en Afrique qui se développent. Et il y a aussi énormément d'endroits d'Afrique où ils commencent à faire du business. Ils investissent pas, donc ils te donnent une licence. Oui. Pour une durée de temps, ils te vendent un pourcentage de ce que tu fais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et il y a des endroits qui sont beaucoup plus modernes qu'on ne l'imagine. Bien sûr, ah oui, complètement. Il y a des parties, même le Maroc s'est très fortement développé, et on ne reconnaît plus le Maroc d'il y a 20 ans, c'est incroyable. Le Sénégal, c'est bien... J'ai des collègues qui sont au Maroc, informaticiens, il y a un centre d'informatique là-bas, d'ingénierie très fort. Oui, c'est pas que l'Afrique du Sud. L'Afrique, effectivement, il y a maintenant des villes en Afrique qui sont très très modernes. Il y a aussi des villes beaucoup moins modernes, mais on a des choses en Afrique qui se sont très fortement développées. Ce n'est pas que l'Afrique du Sud, ce n'est pas que le Maghreb, dans l'Afrique centrale aussi, certains pays sont vraiment en train de s'ouvrir. Tout à fait. Je connais moins cette partie, mais tu as raison. Tu as raison. Des gens qui sont allés, ils sont en train d'informatiser, ils font des choses aussi qui sont intéressantes. Ok. Evie Group, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui attend Evie, qu'est-ce qui attend Nicolas Ruiz dans les 6 mois, 1 an qui viennent? Il y a des projets? Alors les 6 mois, 1 an, non. Là, on développe, on stabilise. Maintenant, des projets, oui. Tu inventes toujours des trucs, là. T'en as bien un qui arrive, là. Dis-nous, là. Alors moi, ce qui m'embête un peu avec toutes ces IA que j'utilise au quotidien, qui m'améliore bien ma façon de travailler, c'est qu'on n'a pas de souveraineté sur l'IA. Donc la prochaine étape, moi de mon côté, je travaille pour une IA qui fonctionne en local. Moi, une IA connectée à Internet, ça m'embête. Parce que déjà je perds la connexion, on le voit chaque fois que ChatGPT est en panne sur Internet, les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont perdus. Et régulièrement on récupère toutes les conversations et tous les trucs. Et crois-moi, confidentialité, sécurité, voilà. Tout est lu. Donc tout ce que vous mettez sur ChatGPT, rien n'est confidentiel. Il y a une autre IA qui vient les lire. Et voilà. C'est des Indiens, c'est des Français, c'est des Américains. Je peux t'assurer que je connais très bien les boîtes qui s'en occupent. Il faut beaucoup de mémoire et d'espace disque pour avoir son LLM en local. Alors oui et non, c'est-à-dire que pas tant que ça pour les paramètres. Un bon moteur, ça commence à 15-20 gigas, il faut un peu de puissance. Non mais si tu veux le nourrir. Alors l'idée c'est d'avoir des moteurs déjà nourris avec quelques centaines de milliards de paramètres, enfin dizaines de milliards pour commencer. Et ça pèse 15-20 gigas. Ce qui est compliqué, c'est le traitement. Plus le modèle est lourd, plus il faut de traitement. Et sur un petit processeur, moi j'arrive à le faire fonctionner sur des petits processeurs type N100. J'arrive à 2 mots seconde, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que le système répond, quoi. Tu vas nous mettre la V2 ou la V3 de Céline dans tes tablettes. Exactement. D'accord. Et ensuite, ça n'empêche pas. Je vais venir. Ça n'empêche pas d'avoir un petit NAS, c'est-à-dire un petit disque dur à la maison en réseau, qui serait powered, enfin qui serait alimenté par une IA, et que tu aurais accès partout dans le monde. Et tu vas centraliser des grappes de tablettes. Pourquoi pas? Et comme ça, on pourrait avoir une souveraineté, on pourrait avoir des systèmes prompts, c'est-à-dire des IA spécialisés dans le domaine spécifique sur lequel on travaille, parce qu'on s'en fout de savoir si... En gardant la confidentialité, le secret défense et compagnie. C'est surtout ça. Oui, toi qui es dans le pro, je vois tout de suite le marché, là. Et pourquoi pas pour la souveraineté même nationale, c'est-à-dire une administration privée au public. Connexion ultra cryptée entre les tablettes et le serveur. On revient au client-serveur local de l'époque. Tout à fait. Mais en tout cas en France, même si c'est sur un serveur distant, que ça reste en France. Que ça reste dans le bâtiment ou dans l'endroit où on travaille, dans l'hôpital et compagnie. Voilà, exactement. Et tu leur mets le serveur centralisé crypté dans une chambre forte, plus d'attaque ukrainienne.
par exemple. Par exemple, ouais, complètement. Et je vois très très bien le modèle. Là. Voilà, et c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque. Donc je travaille là-dessus. Bon. Les concurrents, ils n'ont pas écouté. Les concurrents, ils ont. mais tu sais, à la limite, moi je suis très content qu'après j'ai fait des tablettes en 2000. Après, je vois que tout le monde fait. Je suis très content. J'achète des tablettes concurrentes, il n'y a pas de problème. On en parlait, être précurseur, des fois c'est pénible et c'est bien parfois d'arriver quand il faut arriver. Si on a raison trop tôt, on n'a pas forcément raison. Ouais, c'est vrai. Nicolas, c'était Nicolas Ruiz qui nous vient, parce qu'il est de passage là, vers Bergerac, qui vient nous voir un petit peu. J'espère que tu repasseras dans quelques mois à ta prochaine visite. Avec plaisir. Parce qu'à chaque fois, on prend une petite leçon d'économie et d'entrepreneuriat. Être entrepreneur, c'est aussi ça. Voilà. À tout le monde, à la semaine prochaine. Et Nicolas, bonne journée. Merci, bonne journée à toi. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.